Hier, simplement, quand j'ai envoyé les quelques invitations, j'avais dit qu'il y avait ce matin 3 Picasso du parcours client, patient ou de la connaissance client. Et je pense qu'on en a un ce matin, Picasso au sens de il ne cherche pas, il trouve. Donc hier, j'ai passé une petite heure à essayer de savoir… Je cherche plus que je ne trouve malheureusement. Voilà, j'ai passé une petite heure à savoir si c'était de Gaulle ou pas. Et merci à Lucie qui m'a indiqué que c'était, de Picasso. Alors Emmanuel, dans son domaine, c'est une sommité, je crois, c'est pas à faire offense. Tu fais assez peu d'interventions, pour ne pas dire très peu, donc merci d'être là. Et tu vas nous parler de façon très libre de ce que tu as fait comme projet, en quoi les données de santé ou la science des données sont un élément important, et puis peut-être partager avec les gens qui sont là sur les enjeux de demain. Voilà. Donc je suis directeur de recherche, j'ai plusieurs casquettes. Je suis directeur de recherche au CNRS à l'Université de Paris-Dauphine. Je suis prof à Polytechnique et je dirige en fait l'initiative Big Data, Data Science. Donc c'est le fait que l'école met en avant ces thèmes-là et donc voilà, je coordonne, c'est un rôle de coordination à différents niveaux de ces thèmes. Et l'initiative met en avant une application plus que les autres qui est la santé publique et l'économie de la santé. Tous les gens qui bénéficient de la sécurité sociale sont sur cette base-là, donc c'est énorme. C'est en fait une base qui contient plus de 65 millions, enfin en gros 70 millions de personnes. Et c'est donc unique au monde de ce point de vue-là, parce que si on regarde les plus grosses mutuelles américaines, elles sont à 8 millions. Alors il y a certainement des pays asiatiques qui ont des grosses bases aussi, mais ça c'est très difficile d'y avoir accès. Donc c'est une base de données qui est connue dans le monde entier et c'est une base très convoitée par tout le monde, que ce soit les GAFA, que ce soit les boîtes de pharmaco, que ce soit les chercheurs en fait. C'est une base qui a été optimisée pour faire des remboursements et ça marche bien pour ça. Donc c'est une base qui est relativement propre parce qu'elle est utilisée en production. C'est là-dessus que je voulais insister parce qu'on voit beaucoup de bases de données aujourd'hui dans les industries où les gens sont persuadés d'avoir des choses absolument incroyables. Mais la première question qu'on pose, c'est est-ce qu'elle est en prod, votre base ou non? Si elle n'est pas en prod, c'est qu'il va y avoir un an avant de commencer à pouvoir faire quelque chose. Ça dépend des tailles, mais il y a un vrai travail. Tandis que là, on savait qu'elle était déjà en production, donc on sait qu'on peut quand même aller relativement vite. Maintenant, par contre, le bémol, c'est que c'est une base énorme, l'entièreté, ça ne doit pas être très loin des 300 Tera. Donc on est vraiment dans du big data. Aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, mais je sais que par exemple dans la recherche, il y a peu de gens qui font réellement, dans la recherche académique, il y a peu de gens réellement qui font du big data. Et même chez les industriels, c'est assez rare de trouver des vrais projets de big data. C'est des très gros ordinateurs Exadata de Oracle. Alors ça c'est le problème, c'est que tout est propriétaire. Donc c'est Oracle, des ordinateurs Oracle, qui sont des gros ordinateurs très efficaces, mais pas forcément, en tout cas pas orientés big data, c'est-à-dire que c'est des technologies quand même classiques, mais pas si modernes que ça, mais qui sont quand même très efficaces. Donc c'est des grosses machines avec plein de mémoire vive. C'est un peu une architecture verticale, c'est-à-dire que c'est vraiment, on met toute la base à un même endroit, il y a plein de microprocesseurs qui viennent attaquer la base, très grossièrement, même s'il y a quand même des clusters de machines. La base, contrairement à l'architecture horizontale, qui est plutôt ce qu'on rencontre en big data aujourd'hui, où en fait les données sont distribuées sur plein de petits ordinateurs. Et il y a des ordinateurs maîtres qui vont contrôler ça et faire des requêtes. Et la base elle-même, c'est une base de données relationnelle. Ça, je pense que tout le monde sait un petit peu ce que c'est. C'est les petites tables clients, produits, machin, et puis avec des petites relations dans tous les sens. Sauf que là, il y a 800 tables. Voilà. Il y a 800 tables, et au milieu de ces 800 tables, il y a essentiellement une vingtaine de tables très grosses, et au milieu de ces 20 tables très grosses, il y en a une très très grosse, qui fait plusieurs milliards de lignes, et qui est la table des remboursements. Donc chaque fois que vous achetez, chaque fois que vous faites rembourser un médicament, en fait, il y a une ligne qui est rajoutée dans cette énorme table et qui va pointer vers qui vous êtes, quel est le médecin qui a demandé ça, à quelle pharmacie vous êtes allé, quel type de traitement, qu'est-ce qui a été remboursé. Et ça va dans les 800 tables dans tous les sens. Voilà.
Le partenariat, Avec quel objectif? à quel objectif à l'époque? Alors, Vous allez chercher, on sait ce que vous allez chercher, ou au contraire? non, le partenariat, c'est un partenariat de recherche. Oui, alors il y avait des objectifs. Est-ce qu'on parle il y déjà à avait l'époque de parcours passion? Oui, il y avait 5 thèmes. Mais chaque thème, c'est un travail de recherche de toute une vie pratiquement. Je veux dire, c'est tellement monstrueux que. Et on en a abordé un. Mais essentiellement, l'idée, c'est de faire une preuve de concept de technologie Big Data sur ce genre de base. Voilà. C'est-à-dire que la CNAM se disait, est-ce que ça vaut le coup qu'on aille vers ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il faut voir, voilà, est-ce qu'on doit investir là-dedans ou pas? Et donc, on veut faire un partenariat sur des sujets précis pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce dont je ne me rendais certainement pas compte au départ, c'est que la preuve de concept, a priori, mon boulot, moi, c'est de faire des maths. Donc la preuve de concept, c'est une preuve de concept statistique. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des algorithmes qui peuvent faire des choses qu'aujourd'hui on ne fait pas. Et ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que finalement, la preuve de concept est aussi, mais eux, je pense qu'ils ne s'en rendaient pas compte non plus, mais est aussi d'un point de vue de l'infrastructure. C'est que forcément, quand on est arrivé devant la base, on s'est dit, OK, on ne peut pas l'attaquer telle qu'elle pour de l'analytique, donc il faut la restructurer. Si on veut la restructurer, il nous faut d'autres types de machines que ce qui est disponible à la CNAM. Il faut engager des codeurs qui vont coder cette restructuration. Et puis la préparation, une fois qu'on a restructuré, la préparation des données pour finalement que le modèle statistique puisse tourner. Là aussi, il y a une grosse phase de développement. Et en fait, donc c'est devenu aussi une sorte de POC d'infrastructure et de développement de framework pour accéder aux données par la force des choses en fait. Et cette pipeline qui est en version plus qu'alpha, ça a été quand même 2 ans de travail sur le partenariat. C'est un partenariat, tu comprends que ça va être un gros sujet, et aujourd'hui par exemple pour des entrepreneurs, des entreprises, est-ce que l'équipe à mettre en place entre les codeurs et les data scientists, aujourd'hui en France, c'est facile à trouver? Est-ce que c'est plus facile quand on est polytechnique et qu'on a un partenariat? Parce que ça, alors je peux répondre à 2 moments en fait. Parce que je me suis posé cette question-là en 2015 et je me la repose maintenant en 2017 parce que j'ai re-signé le partenariat, il y a des gens qui sont partis. Donc le marché du travail, je l'ai vraiment sondé en 2015 et en 2017. Les data scientists ou équivalents en 2015, c'était pas si facile que ça à trouver. Les codeurs dans les frameworks Big Data, c'était franchement assez difficile, mais on trouvait. Aujourd'hui, les data scientists, ça se trouve nettement plus facilement. Les codeurs, c'est un enfer. C'est un enfer. Ce qu'on utilise, c'est les 2 langages, c'est Scala et Spark. Voilà. En bout de chaîne, c'est vraiment Spark, c'est vraiment un des frameworks utilisés en Big Data pour coder sur ces machines distribuées, sur ces clusters de machines où les données sont distribuées. Et souvent, à côté de Spark, on trouve Scala, qui est un langage fonctionnel qui a été inventé, je pense, à l'EPFL à Lausanne, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est très en vogue. On trouve d'autres techniques, mais c'est vraiment un framework assez standard. Et ça, c'est ce qu'on utilise pour toute la restructuration des données et préparation des données pour l'algorithme. Mais en fait, en pratique, ce qui est assez marrant et ce qui peut être un peu décevant pour certains, mais en fait, moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'à la toute fin, quand on a préparé les données, et quand on doit faire des maths, quand on doit faire des stats et qu'on doit vraiment faire, ça y est, on attaque le problème qui nous intéresse, en fait, on n'est plus Big Data là. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a bien mis toutes les données, on a des très gros tableaux, mais les très gros tableaux, ils tiennent bien en mémoire et c'est pas si énorme que ça. Un gros ordinateur fait l'affaire. Et donc là, on est sur des frameworks très standards. On fait dans le machine learning, dans l'apprentissage, etc. On n'est pas dans du Big Data. Si on parle parcours au sens large du terme, client, patient, ce que vous voulez, la chose fondamentale dans le parcours, d'un point de vue statistique, c'est que ça fait intervenir le temps. C'est essentiellement ça. Ça veut dire qu'en gros, on a des entités qui peuvent être un client, un patient, mais même un compte Twitter ou ce qu'on veut, avec une timeline et avec des événements qui arrivent de nature différente, qui arrivent à des temps aléatoires, enfin ce qu'ils sont. Voilà. Ça, c'est le parcours. Et extraire de l'information de ça, pour moi, c'est faire du parcours client ou équivalent, c'est-à-dire faire du machine learning, de l'apprentissage pour extraire une certaine forme d'information. Et il y a des problématiques qui sont standards, qu'on retrouve partout, des problématiques plus ou moins compliquées. Une problématique compliquée, c'est identifier des typologies de parcours, par exemple.
faire du clustering, c'est-à-dire dire ah tiens j'ai plein de parcours individuels et moi ça m'intéresse de trouver ceux qui se ressemblent ou en tout cas faire une sorte de graphique qui dit bah là au début ces deux-là se ressemblent, ensuite ça se ressemble et essayer d'arriver à identifier des grandes lignes de typologie de parcours. Alors en santé ça parle tout de suite, mais enfin ça parle tout de suite à plein de gens, hein, mais en santé ça parle tout de suite. Hein, si vous vous amusez à regarder sur internet la recommandation européenne de soins diabétiques, c'est un organigramme absolument monstrueux, avec des cases dans tous les sens, avec des ifs et des machins, mais vraiment c'est extrêmement complexe. Arriver à regarder ce qui se passe, quels sont les médicaments qui sont donnés, quelles sont les analyses qui sont faites, et en fonction de ça, qu'est-ce que les patients vont faire. Si on arrive à tracer un graphique de ce genre-là automatiquement sur la réalité des choses, c'est juste incroyable, quoi. Ça serait magnifique. On arriverait à voir quels sont les parcours qui soignent le mieux, quels sont ceux qui coûtent le moins cher, qu'est-ce que ça veut dire, c'est des enjeux qui sont absolument énormes. Ah moi je suis malheureusement pas arrivé dans ma famille à faire aussi bien qu'eux, mais il y a un gros contrôle. Si, je pense que ça peut être excessivement délétère. Et justement, si je fais ces trucs dans les écoles où je vais régulièrement, c'est évident que je les sensibilise à ça. Les gamins, ils sont sur leurs jeux vidéo sur mobile, ils sont mais à 10 000 lieues de savoir ce qui se passe derrière. Quand ils voient une pub à la télé, ils comprennent ce que c'est qu'une publicité, ils comprennent le business model de la publicité. Ils ne sont pas dupes parce qu'ils savent qu'on montre un beau mec ou un machin parce que ça va faire vendre. Ils peuvent être dupes comme tout le monde parce qu'on est quand même influencé par la publicité. Mais en tout cas, il y a une certaine distance. Sur tout le reste sur Internet, il y a juste zéro distance, zéro. Et les gamins en prennent plein la vue. Quand je leur annonce que quand ils font, ou même aux adultes, parce que c'est plutôt les adultes qui sont touchés là-dessus, que derrière Candy Crush, vous avez une armée de data scientists qui travaillent à savoir quelle est la couleur qui va vous faire tomber, à vous particulièrement, parce qu'on vous a étudié et profilé. Quand on sait que derrière chaque jeu de certains grands éditeurs de jeux de mobile, sur chaque jeu, il y a 40 data scientists qui sont là à temps plein pour profiler les différentes personnes et leur donner à manger ce qu'ils veulent. Et donc en fait, on ne joue pas au même jeu, même quand on joue au même jeu. Parce qu'en fait, ils inventent des choses pour garder les gens. Quand on sait qu'il y a des dépendances qui peuvent faire qu'il y a des gens qui dépensent sur des mobiles 200 000 $ par an sur des applications mobiles du type Candy Crush. Voilà, donc c'est des choses où, voilà, et quand on sait que... Pour leur vendre autre chose. En général, c'est pour faire jouer plus ou vendre d'autres choses qui se... Alors, soit ils sont profilés pour potentiellement, on peut les capter sur d'autres jeux chez nous, donc on fait ça. Si aussi ils sont profilés comme non, à ce moment-là, on fait de la publicité pour des concurrents. Voilà. Et que des systèmes mais totalement délirants, quoi. Les flammes de Snapchat, parler à vos gamins. Snapchat, quand vous envoyez des mails, des messages régulièrement à une personne tous les jours, au bout de 50 jours ou 200 jours, vous voyez apparaître une flamme. Cette flamme, elle a été designée pour maximiser le taux de dopamine qui est généré. C'est la récompense, quoi. Voilà, et il y a des crises d'ados qui font, à 8h30 ils font leur flamme, si à 8h30 ils ne font pas leur flamme et qu'ils ne le font pas dans la journée, ils perdent leur flamme et il faut recommencer à zéro. Et il y a des crises d'ados parce qu'ils perdent les flammes. Et c'est juste une flamme qui arrive, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc ça c'est sûr que ça fait peur. Oui, mais bon, Hier, en même temps il faut aussi voir les choses positives. Il y a plein de trucs qui sont super, plein. Et c'est évident que la santé sort en premier, environnement sort en deuxième. La mobilité. Mobilité, ouais. Et puis la chantiste, elle est là, quoi. Il n'y a pas non plus. Alors il y a des choses, mais qui ne sont pas que positives. Si on parle de sécurité, c'est hyper important, mais c'est pas, voilà, ça n'a pas une connotation se défendre. C'est pas forcément un truc positif. À la base, c'est pas super positif, quoi. Et c'est évident que pour moi, la santé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que pour tout le monde, c'est ça. Et la mission Villani à identifier environnement, transport, santé en premier, environnement, transport et sécurité et éducation.